Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Dans cette série de vidéos pour l'été, où je conçois une application open source cloud native, j'ai décidé de faire un certain nombre d'épisodes un petit peu en dehors de l'intrigue principale. Et aujourd'hui, j'ai invité Julien pour parler d'un sujet important dans ce projet-là, c'est l'open source. Et plus précisément, comment faire pour booster un petit peu votre projet open source. Salut Julien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Peut-être que certains savent déjà qu'on est collègues, mais peut-être que d'autres ne te connaissent pas. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Julien Dubois, je suis collègue de Christopher. Je travaille aussi chez Microsoft comme Cloud Developer Advocate sur Azure. À côté de ça, je suis un peu connu dans la communauté Java pour un projet open source qui s'appelle JHipster. Donc, on a un peu plus de 14 000 étoiles GitHub. Donc, c'est un projet qui marche bien côté open source. Et l'idée, c'est que je redonne ici quelques astuces, quelques bonnes pratiques qu'on utilise sur le projet et qu'on ait les mêmes du coup pour que ton projet fonctionne aussi. Bah, super, c'est gentil de m'aider à booster ce projet. Donc, si on regarde l'écran, là, je me suis connecté sur mon projet GitHub et je suis allé dans un endroit qui n'est pas forcément très connu, mais c'est un petit peu la checklist de base, j'ai envie de dire, pour commencer. Donc, ça se situe dans l'onglet Insight. Et si on va dans l'onglet Insight, il y a une section Community. Et en fait, j'ai déjà un certain nombre d'éléments de to-do à faire pour faire, entre guillemets, mon travail. Donc, comme tu le vois, j'ai pas tout complété. J'ai complété déjà un certain nombre. Alors, bien évidemment, il y a la description du projet qui s'affiche en dessous du nom du projet. Il y a le fichier README. Il y a le Code of Conduct. Alors ça, c'est d'autant plus important, le Code of Conduct, que vous l'avez vu dans les précédents épisodes, mon projet utilise Azure Board et Azure Pipelines. Et en réalité, quand vous utilisez Azure Board ou Azure Pipelines pour des projets open source, et donc que vous passez votre projet en mode public, comme on l'a fait dans une des précédentes vidéos, eh bien vous êtes obligé d'adhérer au Code of Conduct de Azure DevOps. Microsoft offre des ressources d'outils, mais aussi de minutes de build gratuites et illimitées pour les projets open source. Mais en contrepartie, il faut respecter un certain nombre de standards. Est-ce que tu as déjà, toi, des petites recommandations, des conseils à dire sur ces deux premiers éléments? Alors, moi surtout, on va dire la description README, c'est évident. Si vous faites une description de votre projet, il y a peu de chances qu'il soit populaire. Les gens ne vont même pas savoir de quoi on parle. Le Code of Conduct, c'est plus particulier. Alors nous, sur JHipster, on l'a mis très tôt. Je dirais plutôt c'est le mieux. Déjà, on peut avoir tendance à penser que c'est pour les gros projets. Le Code of Conduct, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une partie... alors je dirais effectivement pas faire de discrimination, de choses comme ça. Pour être considéré normal, surtout sur un projet open source où l'idée c'est d'accueillir des gens, mais bon, c'est quand même bien de le dire. Ça évite aussi quelques abus. Nous, sur JHipster, des fois on a eu des petits accros. Grâce au Code of Conduct, on peut dire à une personne, voilà, tu ne te comportes pas bien, donc on va te mettre un peu de côté. Donc ça c'est bien, ça évite les abus. Et puis après, moi ce que j'aime surtout sur le Code of Conduct, c'est que les gens s'engagent à être, on va dire, gentil et accueillant. Le fait de l'avoir fait sur JHipster, je ne dis pas qu'on ne faisait pas avant, mais ça l'a écrit et ça l'a poussé, ce qui a fait que quand quelqu'un, par exemple, intervient pour une première fois sur le projet, il fait une première contribution. Pareil, sur GitHub, il y a un petit label, First Time Contribution, quand quelqu'un fait son premier commit. Si vous regardez des tickets, vous verrez, tout le monde dit « bienvenue, bravo », etc. On met des petits pouces en l'air. L'idée, c'est d'être accueillant avec les gens. C'est pas parce que c'est que du code et c'est que quelqu'un qui vient contribuer comme ça qu'il faut pas être gentil avec lui. Je pense qu'on le faisait avant, mais le fait de l'écrire et de s'engager à le faire, ça pousse à le faire encore plus. Et moi, je trouve ça très positif. Je trouve ça bien plus sympa. Après, c'est surtout intéressant peut-être pour des jeunes développeurs ou des développeurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Moi, je sais que c'est quelque chose que je conseille, d'aller voir des projets open source et de peut-être commencer à contribuer à la hauteur de ses moyens. Il y a beaucoup de projets open source, même des projets open source compliqués, qui finalement peuvent recevoir des contributions, j'ai envie de dire, de tout niveau. On n'a pas besoin d'être un expert dans le domaine, parce qu'il manque toujours une documentation, un projet d'exemple. Il y a toujours quelque chose à faire, finalement. Mise à jour, sur JHipster, il y a plein de toutes petites contributions. On les adore, en fait, parce que c'est la personne qui corrige même ne serait-ce qu'une petite phrase. La documentation n'était pas bonne, c'est un truc qui m'énerve. Des fautes d'orthographe, j'en fais plein. Je suis ravi que quelqu'un vienne les corriger. Et on est ravi aussi de dire aux gens merci. Donc ça fait partie je dirais du projet. Pour moi, un projet comme JHipster, c'est pas qu'une histoire de code, c'est aussi une histoire d'humains et de personnes qui s'entendent bien. Et ça fonctionne grâce à ça. Et le Code of Conduct permet
mettre des règles donc pour les gens qui abusent, mais aussi de renforcer, on va dire la bonne entente des gens qui sont là de manière tout à fait gentille. Alors, autre point là que j'ai pas commencé à faire, comme tu le vois, c'est la partie contributing. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, alors c'est aussi un fichier particulier. Il faut donner particulièrement pour qu'il ressorte après quand quelqu'un contribue au projet. Alors c'est quelque chose qu'on a dû faire nous au tout début sur Gipster, et pour toute honnêteté, j'ai copié sur Angular qui est le même. Donc oui, il y a déjà des choses toutes faites, copiées. Ne vous embêtez pas, oui, j'aurais dû dire pareil pour le code of conduct, hein, il a plein tout fait. Hein. Il ne faut pas faire le sien. Enfin, vous pouvez, mais je pense qu'il y a quand même autre chose à faire. On peut se baser sur autre chose. Contributing, c'est un peu plus compliqué que le code of conduct parce que ça dépend quand même de chaque projet, de vos goûts, de vos envies, etc. Par contre, il faut que les gens contribuent et contribuent de manière correcte. Il faut à tout prix les aider. Alors, à plusieurs niveaux. Alors, si je prends sur Gipster, on a un projet qui peut être un petit peu compliqué à setuper en mode développement. On utilise NPM, etc. Donc, on fait un guide vraiment pour la personne qui a jamais vu ça de sa vie. On lui explique comment faire. Après, pareil, si vous voulez bien contribuer, il faut faire une pull request. Dans la pull request, vous pouvez dire ça correspond à tel ticket, vous pouvez linker un ticket, etc. Beaucoup de choses qui sont, j'allais dire, peut-être évidentes pour plein de gens qui ont l'habitude de faire du GitHub, mais qui ne sont pas évidents pour des nouveaux. Nous, on a tout décrit, c'est-à-dire qu'on aide même les gens à faire une pull request, etc. On veut quelque chose qui soit le plus agréable possible, le plus simple possible pour les nouveaux. Donc c'est pour ça, enfin, c'est-à-dire que si vous êtes nouveau et que vous venez contribuer, on est vraiment heureux que vous veniez. On a fait tout ça pour vous accueillir. Donc, ah oui, alors je vois que donc Christopher est en train de lire notre guide de contribution. Effectivement, du coup, il est assez long. On essaie de l'avoir pour tout le monde. Il y a d'ailleurs pas mal de contributions sur le guide de contribution. Ça, c'est un méta-contribution. Qui est d'ailleurs assez amusant. Pour moi, ça me paraît essentiel pour qu'un projet déjà ait des gens qui viennent aider. Si ça aide aussi les core members du projet. C'est-à-dire que nous, si on veut pouvoir bosser facilement, on a tout intérêt à avoir des bonnes contributions. C'est-à-dire qu'une pull request mal faite, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça va être très simple, nous, sur Gipster, on a plein de pull requests. Imaginons sur 10 pull requests, aujourd'hui j'ai du temps d'en faire que 2, je vais faire les 2 faciles. Donc si on n'a pas fait un guide de contribution et que les gens ne les guident pas et qu'ils font des pull requests un peu n'importe comment, c'est pas leur faute, c'est notre faute, c'est nous qui les avons pas guidés. Mais du coup, on a des pull requests mal faites, on va pas les lire parce qu'on n'a pas le temps. Au bout de 1 mois, 2 mois, on sait ce que ça devient, c'est des branches mortes, on n'y arrive plus, et à la fin c'est perdu. Et tout le monde a perdu, c'est-à-dire que le contributeur a perdu, mais nous aussi, c'est-à-dire que la personne allait certainement faire des choses dont on avait besoin, qui auraient été sympas pour nous, et on les a perdus. Donc c'est un jeu où si le guide de contribution n'est pas bien fait, tout le monde perd. Donc pour moi, c'est vraiment c'est peut-être la première chose à faire, peut-être même avant le guide de code of conduct, c'est peut-être même encore plus important d'avoir d'abord un guide de contribution, parce que sans ça, le projet ne peut pas progresser. Ok. Alors si je reviens, bien évidemment, la licence. Oui. Ça, c'est indispensable. Ça, sur un projet open source, pour moi, la priorité d'un projet open source, d'abord, c'est une licence. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, l'idée, c'est de protéger ce qu'on fait. Nous, sur Gipster, il y a une vraie volonté de faire que les contributions de chacun leur soient attribuées. C'est aussi l'idée de Git, d'ailleurs. C'est savoir qui a fait quoi. Ça me paraît extrêmement important que le travail de chacun lui soit attribué. C'est aussi intéressant pour vos utilisateurs finaux, c'est-à-dire qu'ils savent que quand ils prennent votre code, il n'y aura pas de souci. S'ils installent votre projet, s'ils font n'importe quoi avec, ils sachent au moins les risques légaux qu'il y a avec. Et puis, cette licence, ça protège aussi, de manière générale, votre projet. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si votre projet fonctionne, ils vont le forquer. Ils vont faire. Alors, ça peut être très sympathique. Nous, sur Gipster, on a aussi des gens qui n'étaient pas très sympathiques. Il y a des gens qui ont voulu faire des projets commerciaux sur Gipster, des choses comme ça. On était très contents d'avoir une licence et de pouvoir un petit peu défendre notre projet. Alors, nous, on n'a pas non plus les moyens, ni l'envie, ni le temps d'aller faire des procès aux gens, mais c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, facile 3 ou 4 entreprises qui ont voulu faire des versions commerciales. Ça a aidé à leur mettre un peu le bâton dans les roues, c'était pas plus mal. Ok. Et là, justement, il y a. Ni toi ni moi, on est avocat.
On est développeur advocate. Développeur advocate, mais pas avocat de droit. Il y a un petit site qui a été fait par GitHub il y a des années, chooselicense.com, qui vous aide à choisir parmi les principales licences open source qui existent, avec des exemples de projets qui utilisent ces licences. Et puis comme l'open source ne s'arrête pas au code, je pense à la documentation, ou je pense à des vidéos que vous pourriez faire, ou à d'autres... On a des logos. Des logos. Sur les logos de Gipster, ça. On les a mis open source, mais c'est un truc assez compliqué. L'idée, c'est que... Alors pareil, on s'est fait piquer déjà notre marque. Il y a des gens qui ont acheté Gipster.com, des choses comme ça, qui ont commencé à mettre des faux sites. Donc on a dû faire effectivement acheter la marque. Et on a fait des logos. Par contre, le logo, nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens les utilisent. Donc on a un logo avec, on va dire, une personne. On a fait plusieurs versions de cette personne-là et on encourage les gens à faire leur propre version. À forquer le logo. Le logo. Donc on a volontairement fait un logo open source pour qu'il soit forkable. C'est un choix. Vous n'avez peut-être pas envie que votre logo soit pris par d'autres personnes. Ça, c'est purement personnel. Et donc là, d'où l'intérêt d'avoir une licence où vous dites, mon logo, il est à moi, je veux que personne ne le prenne, ou mon logo, je vous autorise à le copier. Et peut-être d'ailleurs sous certaines limites. Enfin, vous n'avez peut-être pas le droit de faire un logo, je sais pas, agressif. Le code de conduite peut rentrer en jeu. En tout cas, c'est pour moi la priorité sur un projet open source, c'est la licence à l'origine. Alors, code of conduct, licence, README, guide de contribution. Déjà avec ça, on a fait pas mal de choses. Et il y a deux autres éléments qui sont proposés ici. Les templates d'issue, GitHub, et les templates de pull request. Oui, alors ça, donc c'est dans un répertoire spécifique pour un GitHub dans lequel on peut mettre ces templates au format Markdown. Donc si vous ne le faites pas, les gens peuvent écrire n'importe quoi, donc c'est tout à fait sympathique. Par contre, vous allez vite vous rendre compte, si vous avez beaucoup de contributions, que il y a des choses qui vont être, des problématiques qui vont être régulières. Moi, je reprends sur Gipster, donc on a un projet NPM. Déjà, tiens, quelle version d'NPM vous utilisez? Généralement, nous, on supporte qu'une version long-term support de Node. Forcément, on a toujours des gens qui utilisent des versions paralysées ou alpha, où il y a des bugs. Donc nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très très vite, on demandait aux gens, quelle est ta version? Donc, comme on demande tout le temps la même question, au bout d'un moment, on va peut-être faire une template où la question faut la poser. Donc nous, c'est ce qu'on a mis en place à la fois sur les issues et les pull requests. Ça peut aller très loin sur GitHub. Donc nous, le projet ayant grossi, on a beaucoup de contributeurs, on a beaucoup raffiné ça. Donc nous, aujourd'hui, on a le choix. Alors, regarde, ça, c'est sur mon projet. T'en as deux. J'ai vraiment fait la base que me proposait l'assistant de GitHub. Donc, en effet, j'en ai fait deux. Une pour un bug report et une pour une demande de fonctionnalité. Et là, j'ai vraiment pris le template vraiment de base de GitHub. Il faudra probablement que je le retravaille au fur et à mesure que le projet va vivre. Moi, comme c'est une appli majoritairement web, j'ai quand même laissé desktop et smartphone. Si les gens utilisent le projet web depuis un téléphone. Mais voilà, c'est des choses que je pourrais modifier. On peut peut-être aller voir ce que ça donne. Nous, c'est la même chose, sauf que on a fait des templates un peu plus complexes avec le temps. Ça s'est pas fait en un jour. Sinon, on passe tout le temps à s'étouffer le projet, on code jamais. Et tu le disais, finalement, cette définition, c'est-à-dire que là, sponsor the project, support question, report an issue, tout ça, c'est des choses que tu as définies dans un fichier, finalement, qui est dans le repo lui-même. Et donc, pareil, je pourrais faire une pull request. Si peut même modifier. Oui, alors ça s'est fait modifier de nombreuses fois. Justement, en fait, les gens qui contribuent eux-mêmes aident à améliorer les templates de tickets, typiquement. Et donc, si je prends, on va dire, un ticket, on voit que, alors ça correspond bien sûr aux spécificités de notre projet. On fait pas mal de choses. Après, nous, dedans, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est votre environnement, des choses comme ça. Donc nous, comme Gipster lui-même un projet qui génère des choses, on génère nous-mêmes des tickets. On est assez loin sur le truc. Il y a une petite partie qui m'intéresse et que je voulais juste montrer comme ça. Alors après, c'est un petit peu notre astuce. Mais comme vous voyez à la fin, on a mis ce petit texte-là qui marche très bien. On a dit, voilà, si vous avez tout lu, checkez cette boîte. Intéressant. Est-ce qu'on a vraiment lu et accepté toutes les conditions générales? Exactement. C'est la même chose. En fait, alors nous, en réalité, on n'est pas non plus si strict que ça. Si vous ne cochez pas dans la pratique, on ne va pas non plus effacer comme des barbares le ticket. Simplement, on voit dès le début ici, il y a des gens qui l'ont coché. On voit tous les endroits où il y a 1 sur 1. On sait qu'ils l'ont coché. Donc eux, on sait qu'a priori, ils ont tout lu.
ça doit pas être trop mauvais. On le voit ici. Et puis il y a des gens qui l'ont pas coché. Alors je dis pas que c'est mauvais, hein, si je prends la première personne, là je sais pas du tout si c'est bon ou pas bon. Il vient de le faire, ça il y a 21 minutes. Simplement, c'est un signe qu'il a peut-être pas tout lu. Donc ça nous aide à prioriser voilà. Probablement on va moins voilà. le prioriser. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir, quand vous contribuez à un projet, que les gens qui font le projet, généralement, font ça sur leur temps libre. Nous, c'est le cas pour quasiment tout le monde sur le projet. Le temps est limité. On a beaucoup de tickets. Vous avez qu'à regarder, là, c'est beaucoup de tickets qui étaient dans les 3-4 derniers jours, il y en a eu plein. Hein. En plus, c'était le week-end juste avant. Donc là, c'est arrivé là. On n'a pas le temps de tout faire. Donc forcément, on va plutôt nous prioriser ceux qui sont faciles à lire. Je ne sais pas si je dis... lui, on voit qu'il a un problème avec @mockbean sur Elasticsearch. On voit clairement ce qu'il a comme problème. Et on voit qu'il a coché. C'est un genre de ticket, moi, j'aurais envie de le lire. Ouais. Donc, faut aussi penser, quand vous contribuez, aux gens qui vont derrière lire votre ticket. Donc, nous, on va faire le maximum pour vous aider, mais il faut aussi en face aider. Alors, en parlant d'aide, il y a plein moyen de contribuer à un projet open source. Alors, bien évidemment, contribuer à du code, c'est une manière. Tester le projet dans un environnement différent qui n'a pas été testé, avec une nouvelle version, remonter des bugs, remonter des idées de features. Mais notamment si on est une société, on a aussi d'autres moyens de contribuer. Et je parle là ici de financier. Exactement. Alors, il y a quelques temps, GitHub a annoncé GitHub Sponsorship, qui est une fonctionnalité de GitHub qui permet en tant qu'auteur d'un projet d'accepter du sponsor, soit via une plateforme faite par GitHub, mais qui est compatible avec d'autres plateformes, comme par exemple Open Collective, que toi tu utilises dans le cadre de Jupyter. Oui, alors ça c'est le next level sur le projet, pour ça gagner de l'argent, on ne gagne pas d'argent, simplement on a un budget qui nous permet de faire progresser le projet. Ouais. On est parti sur Open Collective il y a déjà, je dirais, environ 2 ans, c'est pour ça qu'on est dessus historiquement. Après, c'est une plateforme qui est très bien à de nombreux niveaux. Après, on peut comparer. Je vous encourage à comparer par rapport à ce que propose GitHub, par rapport à d'autres plateformes, mais aussi pas très bon. Il y en a plein. Open Collective correspond bien à notre besoin. Nous, après, c'est chacun évidemment son besoin. L'intérêt ici sur Open Collective, c'est que si vous êtes un particulier, vous pouvez backer le projet. Vous pouvez nous donner 2 € par mois pour dire que vous nous remerciez. Là, c'est en échange, vous avez votre photo, etc. sur le projet. Là, je dirais que c'est quelque chose qui est plutôt dans la sympathie, parce que 2 € par mois, c'est pas ça qui va changer grand-chose non plus au final. C'est plus histoire de montrer que vous nous aimez bien et tout le monde s'aime bien. Aujourd'hui, on doit être à 78 ou 80 personnes qui font ça aujourd'hui tous les mois. Okay. C'est plutôt sympathique. Ça, c'est quelque chose qui nous motive, je dirais, au niveau humain. On se dit, tiens, les gens nous aiment bien, c'est cool. Après, les entreprises peuvent payer. Alors, c'est plus cher qu'une entreprise que pour un particulier. Bien sûr, on leur demande pas 2 €. Nous, le sponsor Gold, le plus élevé, il est à 1 000 €. Il y en a 2 boîtes qui le font. Ça a l'air de rien, mais sur l'année, on a un budget de quasiment $30 000 quand même, tout compris. Donc, on n'est plus sur la petite monnaie. L'intérêt de Open Collective, c'est que derrière, on peut utiliser cet argent d'une part pour protéger le projet. Tout à l'heure, quand on disait, tiens, faire des logos, avoir une marque, des choses comme ça, on a tout payé grâce à Open Collective. Avoir, tiens, le nom de domaine, tout simplement payé grâce à Open Collective, mais c'est bête, mais quand on additionne tout, au début je payais de ma poche, je me dis non, ça fait quand même une petite somme. C'est la première chose. Et alors, on peut faire de nombreuses autres choses avec cet argent. Nous, la principale chose, et honnêtement, ce qui marche le mieux et ce qui est le plus cool, c'est qu'on a mis en place un système de bug bounty. Donc, si je vais un petit peu dans les vieux tickets, c'est que les derniers sont très récents, donc généralement, on ne met pas des bug bounty sur les tickets plus récents. On attend déjà de voir un petit peu ce que ça vaut. Donc, on a un label bug bounty sur, alors Jupyter, c'est une organisation, donc c'est sur l'ensemble des projets Jupyter. Là, on est sur le principal, il y a d'autres projets. Et on voit que sur ce projet-là, on a des bug bounty. Donc là, il y a 100, 300, il doit y avoir un 500 $ qui doit traîner pas loin, au plus bas. 200, 500, voilà. Alors, on voit que ceux du bas sont plus chers parce qu'en fait, c'est les plus vieux. Donc, on a envie qu'ils avancent. Donc, les bug bounty, ça va de 2 choses. D'une part, il y a des bugs qui peuvent être critiques, majeurs. On va dire quand une entreprise nous sponsorise, on s'entend bien avec eux, déjà de base. S'ils ont un ticket et s'ils ont un problème, on va peut-être mettre le bug bounty dessus pour que ça aille plus vite pour eux. Il y a aussi des features qui sont compliquées. Projets open source sont faits généralement par des gens sur leur temps libre. Si vous avez, moi je pense sur Jupyter, typiquement dès qu'on a une petite fonctionnalité, un truc qui prend 1 € ou 2, généralement on est très bon. Il y a plein de gens qui sont prêts à passer 1 € ou 2 pour nous aider.
Par contre, si on a, là, je pense, à $500, faire du reactive sur Gipster, ça c'est vraiment balèze. Il y a vraiment du boulot. C'est pas une petite soirée. C'est pas, voilà. Et donc, ces tickets-là, généralement, on n'est pas très bon parce qu'il y a trop de boulot. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent pour essayer de motiver les gens. Donc, généralement, on commence à $100. Si on voit que c'est compliqué, que ça met du temps, on monte à 200, 300, 500. Nous, ça nous a beaucoup aidé à fermer les bugs, en fait. Il y a beaucoup de bugs comme ça qui ont été fermés, soit très rapidement parce qu'ils étaient critiques, soit des grosses fonctionnalités qui ont été faites grâce à ça. Et ça, sans les sponsors, ça aurait été très compliqué parce que c'est vrai que voilà, passer un week-end à bosser sur un projet, ça peut être un peu compliqué. Si vous savez que vous avez $500 à gagner, voilà, ça facilite les choses. Nous, ça a vraiment été une bouffée d'air frais sur le projet. En particulier pour moi, parce qu'en fait, généralement, du coup, les gros bugs, c'était généralement pour moi. Je suis très, très content de donner l'argent, en plus qui n'est pas le mien, l'argent des entreprises aux gens qui font ces bugs à ma place. C'est grâce à ça que le projet, aujourd'hui, j'allais dire, refuse de décoller, parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et à un moment, ouais, on ne va pas se mentir, payer les gens, ça aide à fermer les bugs. Ouais. Donc, on est toujours ici dans un esprit collaboratif et open source. Ça veut dire que les gens, il n'y a pas une personne qui touche tout l'argent, des bug bounty, etc. Même s'il y a peut-être des contributeurs qui sont un peu actifs, on va dire, qui sont un peu plus motivés par ça, mais finalement, à partir du moment où le bug bounty est là, personne ne le fait, n'importe qui peut le faire. Peut prétendre en l'ayant fait. Ce qu'on a mis dedans, c'est la personne qui fait la PR. Il y a le bug bounty. Ouais. Alors, généralement, on va dire, ça se passe comme ça, c'est simple. Enfin, voilà, il y a un ticket, vous faites la pull request, si elle est acceptée, vous avez l'argent. C'est pas... Après, et on a des histoires plus compliquées des fois quand il y a des grosses fonctionnalités. Il y a plusieurs contributeurs. Donc, ce qui s'est déjà passé pas mal de fois, c'est que les gens se partagent l'argent. Ou alors, il y a des gens qui disent, moi, je veux pas, je donne à l'autre parce qu'il est sympa. Ça arrive beaucoup. Donc, en fait, on a beaucoup de gens qui les refusent. Ce qui est assez amusant. Et puis aussi, même moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, voilà, vous avez tous les deux bossé autant, c'est un truc à $100, prenez $100 chacun. Pas non plus, on n'est pas non plus, si les gens bossent bien, l'idée n'est pas non plus de faire des petits comptes d'apothicaire, on est content que le projet progresse. Le projet aujourd'hui a du budget, on en profite. Si ce n'était pas le cas, évidemment, ça serait peut-être plus compliqué, mais aujourd'hui, on n'a pas de raison de s'embêter. Si je regarde celui à $500, juste ce que je suis en train de voir en bas, vous voyez là, on a 20 tâches fermées sur 37. On sent que celui-là, il y a du travail. Et que la personne en plus ne va pas être tout seul. Donc probablement, lui aussi, il va splitter. Ouais. Mais c'est un bon moyen on va dire, de remercier, de rendre l'appareil, d'une certaine manière. Voilà, si on a passé un soir, un week-end, 2 week-ends entiers à faire ça, finalement, se payer un resto sympa ou se payer un accessoire ou une sortie. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont achetés. Il y a beaucoup de Switch achetés grâce à ça. Par exemple. Mais Xbox. On est chez Microsoft. Mais non, effectivement, c'est un moyen de redonner aux gens. Et de motiver, nous, c'est aussi, alors moi, je pense, en termes de gestion de projet, ou aussi pour les entreprises sponsors, c'est aussi un moyen d'orienter. C'est-à-dire que là, on voit, si je prends l'avant-dernière, on voit qu'il y a des gens qui veulent pousser Kubernetes. C'est des gens qui travaillent sur GKE, ça. Ils ont envie de pousser Kubernetes. Forcément, c'est pas nous d'orienter la roadmap du projet vers une techno plutôt qu'une autre. Pour Kubernetes, je pense que tout le monde va être d'accord. Bien sûr. Après, peut-être d'accélérer justement son support ou sa meilleure intégration. Oui. Alors, on l'a beaucoup fait récemment sur des sous-projets, typiquement pour pousser Vue.js. Là, en ce moment, il y a des gens qui font une version de Gipster pour .NET. Pareil, on voulait les pousser un peu, je crois qu'on a mis un peu d'argent. Enfin, voilà, si on voit qu'il y a des sous-projets ou des technos intéressantes qu'on veut aider, on met un peu d'argent. Et généralement, ça permet comme ça de booster la roadmap. Ok. Alors, booster, avoir de l'argent à distribuer, avoir des bugs à résoudre, etc. Tout ça, c'est déjà le signe d'un projet qui a eu un premier succès. Ça va peut-être permettre de continuer ce succès dans le temps, de le faire progresser, mais il faut le succès initial. Oui. Alors, comment on fait connaître son projet open source finalement? Moi, je l'ai créé sur GitHub, sur mon petit compte à moi. Comment je passe à l'étape d'après? Oui. À la première étape. C'est le plus dur en fait. Le plus dur, c'est le démarrage en fait. Là pour les bug bounty, le plus dur, c'est, j'allais dire, les 500 premiers euros. Une fois qu'on les a eu, après le reste, c'est bien plus facile. Alors, nous sur Gipster, de manière générale, il n'y a pas eu 36 solutions. C'est quelque chose de communautaire. Ça ne peut marcher que comme ça. Donc au début, nous, c'était beaucoup de Twitter, de sites web un peu spécialisés comme Reddit, Hacker News, etc.
Plus récemment, sur LinkedIn, par exemple, ça marchait bien. Quand on met des news sur LinkedIn, ça marche bien. J'ai aussi passé pas mal de temps, voilà, on a fait des podcasts, des conférences, etc. Je dirais qu'un mot global, ce qui a marché le mieux, c'était Twitter. Après, Twitter, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une bouteille à la mer. Hein. Si vous n'avez pas trop de followers, ou même si vous en avez, hein, vous mettez un tweet, ça peut être retweeté plein de fois, comme ça peut juste totalement mourir. Clairement, nous, Twitter a été une énorme aide sur le projet. Après, voilà, je dirais les expériences peuvent varier. Je vois aussi pas d'entreprises récemment qui mettent de l'argent sur l'open source. D'ailleurs, entre autres Microsoft, hein, c'est pas la seule. Hein, donc il y a des entreprises qui essaient de pousser des projets open source. Effectivement, forcément, ça aide. Hein. Vous avez des moyens, c'est plus facile. Après, il n'y a pas non plus de miracle. Hein, Twitter, même si vous avez peut-être des tweets sponsorisés, c'est pas ça qui va faire que votre projet va marcher. Pour nous, mis à part un premier côté, je dirais un peu marketing de Twitter, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les contributions. Nous, sur Gipster, ça a vraiment décollé quand des gens commencent à contribuer. En fait, moi, j'avais lancé ça un petit peu avant l'été, enfin, il y a 6 ans. C'était un été où moi, je m'en suis moyennement occupé, j'étais en vacances. Hein, et c'est là où les contributeurs ont commencé à arriver. Et en fait, finalement, dès qu'il y a 5-10 personnes, c'est plus pareil. Vous n'êtes plus tout seul à tweeter. Vous avez 10-20 mecs qui commencent à dire « Ah, j'ai participé, c'était cool ». Et c'est plus ça qui permet de vraiment faire décoller le projet. Mis à une petite accroche au début pour attirer un petit peu de monde, mais la plus grosse difficulté au début, c'est les premiers contributeurs et je dirais, il faut d'un côté les chouchouter parce que vous êtes content qu'ils arrivent. En même temps, si vous acceptez n'importe quoi sur le projet, votre projet va partir en vrille et ça va pas non plus faire un projet qui fonctionne bien. Donc c'est cette partie-là qui est, je dirais, la plus difficile entre faire ce que vous pouvez pour attirer les gens et les garder, mais en même temps, faut pas non plus accepter n'importe quoi sur le projet. Donc c'est la vraie difficulté. Là, il n'y a pas de recette. Hein, ça dépend des gens, ça dépend de vous, comment vous êtes prêt ce que vous êtes prêt à faire. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces astuces. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou de transmettre la question à Julien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos ou à nous interpeller sur nos Twitter respectifs. Là aussi, vous aurez nos Twitter dans les commentaires de cette vidéo. Merci à tous. À bientôt. Merci.